Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Woman Trajectoire de femmes. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous un sujet délicat, un sujet brûlant, un sujet tabou. Vous savez que j'aime aborder tous les sujets qui sont interdits, tous les sujets qui sont difficiles. Et aujourd'hui, on va parler de dépression et de santé mentale. Et pour cela, j'ai choisi une invitée, comment je vais la qualifier? Vous savez que je vous cherche toujours des femmes exceptionnelles, des femmes de qualité. Donc aujourd'hui, j'ai comme invitée une collègue, une amie, une sœur. Ça ne fait pas très longtemps qu'on se connaît, mais j'ai l'impression que je la connais depuis, je sais pas, 10 ans. Donc, je vais pas vous en dire plus. Je vais laisser le docteur se présenter. Docteur, bonjour. Bonjour docteur, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi-même? Ça va, par la grâce de Dieu. Nous nous sentons honorés de t'avoir sur ce plateau ce matin Moi pour aussi. aborder le sujet de la dépression. Euh, ok, bonjour et bonjour à tout le monde. Je suis Gilles Ninkam, le docteur Gilles Ninkam, Gilles Yassine Ninkam. Bon, c'est un peu atypique parce que j'ai les prénoms typiquement masculins. Mhm. Je suis psychothérapeute, hypnothérapeute et je suis en spécialisation de psychiatrie. Je suis à ma dernière année. Je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais je suis de nationalité camerounaise. Je suis également coach talent. J'aide les personnes à découvrir leur potentiel et afin de pouvoir monétiser cette potentiel parce que je crois que Dieu a déposé beaucoup de potentiel en chacun de nous qui s'ignore et c'est ça qui va nous rendre riches. Donc, Amen. c'est un peu ça. Merci pour cette présentation. Alors, ma prochaine question, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu en es arrivé à t'intéresser à la psychologie, à la psychiatrie, à tout ce qui concerne les maladies de l'âme. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Je dis, c'est plus par rapport à c'est plus de par mon histoire personnelle, en fait. Bon, Mhm. je vais pas dire que j'ai grandi dans une famille atypique. Non, j'ai pas grandi dans une famille atypique. Bon, certains peuvent dire que c'est atypique, mais c'est pas, je ne pense pas que c'était vraiment atypique. Mais je pense que c'était moi qui étais atypique, en fait. En fait, j'ai toujours été cette personne qui n'était pas assez comprise. Je ne me sentais pas assez comprise. J'ai fait ma première tentative de suicide, j'avais 14 ans. Quand j'ai fait ma première tentative de suicide et tout, et je n'étais pas comprise. Donc, de toute façon, personne ne comprenait de quoi il s'agissait. Et après, j'ai eu plusieurs autres tentatives de suicide et tout. J'ai vécu longtemps dans la dépendance affective et longtemps dans la dépression. Vraiment très longtemps dans la dépression. Avec d'autres tentatives, d'autres tendances de troubles de personnalité. Et comme je n'étais pas comprise, en fait, je cherchais à comprendre pourquoi personne ne me comprenait. Et quand j'ai rencontré le Seigneur en 2017, je peux dire, je suis passée par le processus de la guérison, de la restauration, et pendant quelques années. Et plus tard, j'ai reçu la conviction que je devrais faire ça, que je devrais aider, accompagner les personnes qui sont incomprises, être comprises et tout, et pouvoir, c'est là où je me suis intéressée à tout ce qui est psychologie, tout ça. Mais sinon, à la base, c'était pas ce que j'allais faire. À la base, j'allais faire une cardio, bref, quelque chose qui allait me donner beaucoup d'argent, bon, beaucoup d'argent. Selon les, selon Beaucoup les d'argent dires. et moins de prise de tête. Voilà, mais bon. Mais là, je suis allée par appel, en fait. Je suis allée par appel du Seigneur, mais j'avais demandé, j'étais dans une période de ma vie, je demandais au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, fallait faire, va faire psychiatrie et tout. À l'époque, quand j'allais faire psychiatrie, franchement, c'était la dernière chose qu'il fallait faire parce que tout le monde m'a découragée. Tout le monde m'a dit que, mais qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un m'a dit un jour que tu es trop intelligente pour faire ça. J'ai dit, eh Dieu! Donc, pour vous, là, il faut être trop bête pour faire ça. Et les gens croyaient que c'était pas, bon, ça ne servait à rien, ça ne rendait pas de payer et tout. Tout le monde m'a découragée. Peut-être, je crois qu'il y a trois personnes qui m'ont encouragée. Trois personnes. Mais sinon, tout le monde m'a découragé, hein. Tout le monde. C'était pas connu et tout. Mais c'est légitime parce que, bon, c'est encore tabou en Afrique, en fait. Ok, merci. Bon, ben, ça va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet parce que je vais te demander de nous définir un peu c'est quoi la dépression. Que les gens disent je suis déprimé, on entend partout la dépression, mais c'est quoi la dépression effectivement? D'accord. La dépression, c'est un trouble mental. La dépression est un trouble mental. Ça fait partie de la classe des maladies qu'on appelle les troubles de l'humeur. C'est un trouble parmi lesquels il y a la dépression, il y a ce qu'on appelle l'accès maniaque. La dépression, c'est le versant bas de l'humeur. Genre,
qui est caractérisée par une tristesse pathologique qui dure plus de 14 jours, qui est, Mhm. on peut pas consoler cette personne-là. Parce qu'une personne qui est déprimée, tu vas pas dire ça va aller, demain ça va aller, non. Qui est caractérisée par un ralentissement psychomoteur, bref, un trouble de l'humeur, une humeur dépressive. Je crois qu'on aura l'occasion de développer ça plus tard si on parle des signes et un ralentissement psychomoteur. Donc, c'est un trouble mental en fait. OK. Alors, je pense que la mauvaise connaissance de la dépression, c'est d'ailleurs ce qui en fait un sujet tabou, c'est que la plupart du temps, on a l'impression que quand on est déprimé, ou si on dit qu'on est déprimé, c'est un peu genre avouer qu'on a une maladie mentale, qu'on est fou, qu'on est détraqué, ou je sais pas trop quoi. Est-ce qu'il y a une différence entre la dépression et les maladies mentales telles qu'on les connaît, ou bien telles qu'on les voit souvent s'exprimer dans la rue? D'accord. Déjà, on ne parle pas de maladie mentale. Tout le monde, contrairement à l'opinion, à ce que l'opinion populaire pense, on parle de trouble mental. On parle de trouble mental pourquoi? Parce que l'éthiopathologie, l'éthiopathogénie l'éthiopathogénie, donc ça veut dire l'étiologie des différents troubles, en fait, ne sont pas très bien connus pour certains cas, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on parle de trouble, en fait. On parle de trouble mental. La dépression est un trouble mental. Les troubles mentaux, il y a les névroses, bon, ce qu'on appelle les enseignements névroses, les psychoses, il y a les troubles de l'humeur. Ce qu'on a généralement, en fait, en Afrique, généralement en Afrique, quand on dit quelqu'un a un trouble mental, ça veut dire la personne se déshabille, la personne parle seule et tout. Mais la dépression, Ok, c'est un ok, trouble ok. mental. Ça fait partie des troubles mentaux. Mais en Afrique, même à l'église, hein, en Afrique, même à l'église, on appelle tout dépression. Quand quelqu'un te dit il avait la dépression, il faut bien demander c'est quoi la dépression parce que dans son affaire de dépression là, il y a la dépression même, il y a la schizophrénie, il y a la parano, il y a la paranoïa, il y a une psychose hallucinatoire chronique. Il y a même les troubles de la personnalité, ils ont mélangé. Donc, c'est la seule maladie. En fait, c'est le seul nom qu'on connaît. On connaît pas les manifestations des autres trucs. Donc, du coup, on dit seulement qu'il avait la dépression. Alors que parfois, même dans beaucoup de cas, c'est même pas la vraie dépression. Parce que généralement, quand la personne Ok. a la vraie dépression, ce qu'on appelle dépression, ça passe inaperçu. Bon, du moins, on néglige en fait. C'est quand la personne commence à se déshabiller, parler seule et tout, qu'on prend au sérieux son problème. D'accord. Alors, pour résumer un peu ce que tu as dit et pour me rassurer que j'ai vraiment bien compris, est-ce qu'on pourrait dire que la dépression, c'est peut-être un peu la phase initiale de tous les autres troubles, des autres troubles mentaux? Est-ce que, Non, je sais pas, la paranoïa et tout ce que tu as cité commence forcément par une dépression? non, ça ne commence pas forcément par une dépression. La dépression, c'est une maladie à part. À La part. dépression, c'est une maladie à part. C'est un peu comme si, on va dire, euh, c'est comme s'il y a le palu, il y a l'hypertension, il y a le lupus, toutes les maladies que tu veux. La dépression, c'est une maladie à part. C'est une maladie À part. vraiment très bien classifiée, qui est classifiée dans les troubles OK. de l'humeur. C'est une maladie D'accord. vraiment à part entière, en fait. D'accord. Donc, j'aimerais que cette précision soit vraiment bien claire pour toutes les personnes qui nous regardent, pour qu'il n'y ait plus de confusion et pour que dorénavant, quand on parle de dépression, en fait, que les gens soient à l'aise. Parce que je sais, comme tu l'as dit tout à l'heure, que beaucoup de gens font en fait l'amalgame entre la dépression et les autres troubles mentaux. Et c'est justement pour ça que les gens ont du mal à en parler, à s'exprimer sur le sujet. Parce qu'on a l'impression que dès qu'on dit que je suis déprimé, en fait, je suis en train d'avouer que je suis sous, entre Fait. guillemets. Par contre, je voulais préciser, par Oui. contre, les autres maladies peuvent se compliquer de dépression. Mhm. La D'accord. dépression peut être une complication ces maladies-là peuvent se compliquer en dépression. D'accord. OK. Alors, d'où vient la dépression? Et est-ce qu'il y a des gens qui sont plus prédisposés à être déprimés que d'autres? D'accord. Selon la littérature, en fait, quand on va dans les explications psychopathologiques qui expliquent les troubles, qui tentent d'expliquer les troubles, il y a plusieurs facteurs. On va parler, il y a plusieurs théories. Si on veut parler des théories psychanalytiques, on va parler des théories psychodynamiques qui peuvent être expliquées par les conflits intrapsychiques. Par exemple, tu as vécu X ou Y chose, en fait, tu n'arrives pas à trop bien digérer ça et tout bref, il y a des conflits dans ta tête et tout. Il y a
une mauvaise gestion des mécanismes de défense. Il y a les facteurs biologiques. Les facteurs biologiques peuvent être les facteurs génétiques, peuvent être d'origine génétique ou d'origine neurobiologique. Génétique, donc ça veut dire, en fait, ça peut être héréditaire. Généralement, on dit que si tu as eu des parents qui étaient dépressifs, bon, il y a de fortes chances que tu sois dépressif. Il y a des neurotransmetteurs qui peuvent expliquer la dépression, comme la sérotonine, la noradrénaline, qui peuvent expliquer la dépression, ça s'explique. C'est justement pour ça qu'on donne le traitement. Il y a les facteurs psychosociaux. Les facteurs psychosociaux sont les facteurs qu'on connaît le plus. Et c'est pour ça qu'on a associé la dépression dans nos contextes, en fait, uniquement aux facteurs psychosociaux. Gourmand, je sais pas, bête de Chômage, chômage, deuil. célibat, je sais pas, tromperie, tout ce que tu veux. En fait, on a associé la dépression uniquement à ça, alors que ce n'est pas ça. Il y a plusieurs facteurs. Maintenant, on parle d'intrigation biopsychosociale. On peut pas dire que ce n'est que une chose qui donne la dépression. En fait, c'est l'agencement de de tous ces facteurs, en fait, qui peuvent entraîner une dépression, en fait. Mais bon, malheureusement, dans nos contextes, en fait, on a juste vu, on voit juste le, le facteur, les facteurs psychosociaux qui ne sont qu'une infime partie qui peuvent expliquer la dépression. Donc, c'est un peu ça. Donc, en fin de compte, on peut dire que la dépression, c'est une maladie, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme l'hypertension, comme le diabète. C'est en fait simplement une maladie. Oui, c'est une maladie. OK, c'est bon à savoir. Écoutez bien, hein, la dépression, c'est une maladie. Alors, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître la dépression? Quels sont les signes que je vais identifier, que je vais commencer à manifester et je vais me dire peut-être que je suis en train de faire une dépression? D'accord. Les signes de la dépression, bon, on classe, on a trois grands syndromes. On a déjà l'humeur dépressive. L'humeur dépressive se caractérise par une tristesse pathologique qui dure plus de 14 jours. Ça veut dire, pour parler de dépression, là, la tristesse, là, doit durer plus de 14 jours. Maintenant, la tristesse, c'est pas une petite tristesse où on dit, Asia, Yako, Massa, ça va aller. C'est pas ce genre de tristesse. Quand tu vas dire ça à la personne, là, demain, la personne va toujours déprimer. En fait, la personne n'est pas consolable, en fait. La personne va pleurer, vous allez essayer de consoler la personne, mais ça va pas soulager la personne. C'est pas comme une tristesse passagère. Tout le monde a une tristesse passagère. Si, par exemple, tu perds l'argent ou peut-être tu n'as pas le marché que tu veux, c'est clair que tu seras triste. Si peut-être, je sais pas, tu n'as pas 20 sur 20, tu as 14 sur 20 à un examen alors que tu t'attendais à 18 sur 20, bon, tu auras une petite tristesse. C'est pas de ça qu'on parle. Il y OK. a, Excuse-moi de t'interrompre, Gilles, mais cette tristesse-là, est-ce qu'elle a une cause? Est-ce que c'est une tristesse qui survient après un événement particulier ou c'est juste une tristesse qui s'installe comme ça? ça peut survenir après un événement, comme ça peut ne pas survenir. En fait, juste, ça peut ne pas survenir, ça peut survenir après un événement, comme ça peut ne pas survenir après un événement. Donc, parfois, Si ça peut être inexpliqué. oui, ça peut être, généralement, même, c'est inexpliqué. Parce que généralement, si, généralement, après un événement, après 14 jours, normalement, on va dire que tu vas un peu mieux. Et justement, après les 14 jours, on ne comprend pas pourquoi on ne comprend pas, en fait. C'est pas expliqué. Tu es triste, mais parfois, tu veux mettre les mots. Parfois, je te dis que non, c'est à cause de telle chose, mais comme tu Il sais arrive que ça pas. ne suffit pas vraiment, euh, 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 ça ne justifie pas vraiment ta tristesse. Il y a une vision pessimiste de soi et du monde, genre, ouais, je ne sais rien, la vie est bizarre, la vie est comme ci, la vie est ça, le monde est comme ça, les gens sont comme ça et tout. Il y a des idéations suicidaires. Je veux mourir. Si je me suicide, si je pars, je sais à personne, en Ne fait. manquer à personne. Je manque à personne. Mais dans les idées suicidaires, il y a ce qu'on appelle les équivalents suicidaires. Il y a des gens qui ne se disent pas que je veux me tuer, mais qui sombrent peut-être dans l'alcool parce qu'elles vont dormir et vont pas se réveiller. Ça, là, c'est un équivalent suicidaire. Il y a des gens qui vont peut-être avoir des conduites à risque parce qu'elles vont pas dire que je veux me suicider, mais Des les conduites à situations risque, qui mettent leur vie en voilà, danger, qui sont voilà. susceptibles de mettre Voilà. fin à leur Si, vie. voilà. Si par exemple, une personne qui est peut-être hyper tendue, ne prend pas son Mm. traitement, qui a des tensions peut-être à 18, 19, 15, ne prend pas son traitement pendant un bon bout de temps.
on sait que ça aura des conséquences, en fait. La Il y personne aura des sait que ça aura des complications. conséquences. Mais la personne ne va pas dire clairement qu'elle va se suicider. Elle va dire, ah, de toute façon, si je ne prends pas, et tout. Donc, en fait, la personne Même si se je prends, ça sert meurt. à quoi? Voilà, la personne se meurt, en fait. Ce Mhm. sont comme c'est classifié comme des équivalents suicidaires et tout. Peut-être Mhm. la personne peut-être veut vite conduire, veut prendre le volant, elle veut accélérer, elle va se dire, en fait, elle sait qu'elle va se tuer, mais bon, elle va pas forcément dire qu'elle va se tuer. Ce sont des équivalents suicidaires. Donc, parfois, on s'attend à ce que la personne dise toujours, la personne dise que, Je ouais, vais je vais me mourir alors que c'est tuer. pas le cas. Voilà, c'est comme ça que Donc, en c'est fait, pareil il faut même guetter dans les attitudes de la personne les si, signes si, d'alerte. si, il faut guetter dans les attitudes de la personne. Une personne qui ne prenait pas l'alcool, qui commence à prendre l'alcool, ou qui augmente vraiment sa dose, en fait, et qui a d'autres attitudes. J'ai parlé d'idéation suicidaire, d'idéation suicidaire. Il y a la perte du désir, en fait. La personne, bon, quelque chose que la personne avait l'habitude de faire, bon, c'est comme si à l'époque, en fait, tu venais peut-être, quand tu allais au travail, tu étais heureux. Mais vraiment, oh, je suis partie au travail, vraiment, c'est comme si, bon, c'est comme si on te forçait, le corps est lourd, tu es fatigué et Un tout, ça ne désintérêt. t'intéresse pas. Tu pars peut-être pour être payé. Parfois même, tu pars pas, ça ne t'intéresse pas. Vraiment, comme tu sais même pas pourquoi ça ne t'intéresse pas, ça t'énerve seulement. Ça ne te plaît pas. Bref, tu es comme ça. On peut avoir une labilité émotionnelle. La personne peut quitter du riz aux pleurs. Et la personne peut devenir irritable, en fait. La personne peut devenir en colère. Genre, on est en train de parler de quelque chose qui est assez simple. Bon, quelque chose de simple. La personne, oui, tu voulais dire quoi comme ça? La personne se met en colère et tout. Alors que Elle devient tu vas, susceptible. voilà, la personne devient susceptible. Tu sais pas vraiment ce que tu as dit à la personne, mais la personne, en fait, intérieurement ne se sent vraiment pas bien. On peut avoir ce qu'on appelle un émoussement affectif. La personne, les choses qui réjouissaient la personne avant ne réjouissent plus la personne. Genre, on va dire quelque chose qui est joyeux. D'accord. Ok, d'accord. Ça peut aller jusqu'à l'anesthésie affective. La personne peut ne plus, la personne peut te dire, je ne ressens plus rien. Je peux demander à la personne, qu'est-ce que tu ressens? La personne te dit, je ressens plus rien. J'ai plus de ressenti. Maintenant, la deuxième catégorie de symptômes, ce sont ce qu'on appelle le ralentissement psychomoteur. La personne peut devenir lente, son corps est lourd. J'essaie vraiment d'expliquer ça terre à terre pour ne pas donner de Mhm. gros mots. Et parce que le but Merci ici, je beaucoup pense que parce c'est que de stigmatiser. les termes Vas-y, trop viens encore techniques, donner on des va pas mots là. comprendre. Voilà, on va pas comprendre. Donc, la personne est lourde, son corps pèse. La personne est ralentie, quoi. La personne, quand tu vois la personne, tu sens son corps, c'est comme si elle est fatiguée. Un manque La de personne peut venir, tonus. voilà, elle n'a pas de tonus, elle est fatiguée. La personne peut aussi avoir ce qu'on appelle une clinophilie. La personne reste tout le temps couchée au lit. La personne reste tout le temps couchée. Elle n'a pas envie de se lever. Prendre son bain, parfois, ça peut être difficile. Parfois, pour se laver, c'est difficile. Vraiment, c'est épuisant pour elle. Parce que la personne va Mhm. pour se lever là. C'est trop d'énergie perdue. Je ne vais pas me lever. On peut avoir un défaut de concentration. On peut avoir une certaine perte de mémoire, mais c'est réversible, en fait. La personne a oublié. La personne ne veut pas faire d'effort. On peut avoir la voix qui est monocorde. La personne, genre, le ton de la voix a changé, en fait. Le ton de la voix a changé. Maintenant, il y Une a voix les qui n'est signes plus somatiques. expressive. Donc, quand elle est en Voilà, joie, quand elle est triste, la voix, c'est voilà, la même chose. voilà. Là, on a maintenant les signes somatiques. Telles que on peut avoir une prise de poids parce que la personne peut devenir boulimique, comme la personne peut devenir anorexique, la personne devient anorexique, la personne va perdre du poids, la personne peut avoir des céphalées. Dans les dépressions masquées, souvent, la personne est joyeuse, la personne, on peut pas tout retrouver, on va pas tout retrouver ces signes-là, mais on va retrouver des signes somatiques, par exemple, la personne peut avoir des céphalées, la personne peut avoir de l'eczéma. Généralement, quand on voit une personne qui est passée dans tous les hôpitaux, la personne va dire, oui, je suis partie à l'hôpital, on ne trouve pas ce que j'ai et tout. Généralement, Mhm. il faut guetter une dépression, en fait. Il faut guetter une dépression parce que la personne peut somatiser. Somatiser, ça veut dire la personne peut manifester physiquement les signes de sa dépression, en fait. Donc, du moins, sa dépression peut se manifester au niveau des signes physiques. La personne peut faire de l'eczéma, la personne peut avoir des céphalées, la personne peut avoir, bref, la personne peut avoir tout. Mais on fait tous les examens, on ne trouve pas. D'accord. J'ai vu une personne dernièrement qui avait une,
elle avait une sensation de, elle avait comme une impression d'avoir avalé quelque chose. Alors Mhm. que Qui était on calé a dans fait la tous les, gorge. oui, pourtant, on a fait tous les examens. Elle a vraiment poussé, ils ont vraiment poussé les examens. On n'a rien trouvé. Et Mhm. justement, quand je l'avais vue, quand j'avais vu la personne et tout, quand j'ai essayé de creuser dans son histoire, on s'est rendu compte que, en fait, elle avait une situation où la personne s'était étranglée. Donc, du coup, Mhm. elle a elle a fait une dépression parce que la personne est décédée. Et vu qu'elle avait vu la personne mourir, en fait, c'était depuis, elle a somatisé ça. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est calé, en fait, tu vois. Et il y a ça, il y a l'insomnie, il y a l'insomnie, il y a l'insomnie. L'insomnie dans la dépression est vraiment caractéristique. Généralement, chez le déprimé, généralement, il dort un peu, mais il doit s'endormir. Soit c'est une insomnie mixte, donc bon, il dort, mais il ne dort pas trop. Il dort un peu, mais il ne dort pas un Il n'est pas peu. profondément. Soit, voilà, soit Ou c'est un une sommeil insomnie entrecoupé. oui, un sommeil entrecoupé, soit c'est une insomnie d'endormissement. Donc, il a de la peine à dormir, soit c'est une insomnie Mhm. à réveil précoce. Donc, il va dormir, il va se réveiller à 3 heures. Il va se réveiller à 3 heures, il va s'asseoir sur son lit, penser à sa vie, penser. Et cette insomnie le fatigue. Contrairement à chez le maniaque, cette insomnie, ça fatigue. Il y a une baisse de la libido. La personne n'aura pas forcément envie de vraiment faire l'amour. Personne, c'est pas trop son affaire, quoi. Pas trop son affaire. Mhm. Genre, il y aura un ralentissement de la libido. Dans certains cas, on peut avoir la constipation aussi. En gros, ce sont les signes, ce sont les signes, en fait. D'accord. Et une fois qu'on a identifié certains de ces signes chez nous ou chez un proche, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut Quand on a consulter tout de identifié ces suite? signes, Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire soi-même pour essayer de commencer à sortir de la dépression? d'accord. La question que j'ai, comme je sais que ce n'est pas à toi que je parle, comme je sais qu'il y a des gens qui vont regarder ça, je vais dire ça. Oui. Si j'apprends que mon frère je sais pas, a le palu, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais m'asseoir à la maison? Non, je vais pas m'asseoir à la maison. Je vais l'amener à l'hôpital. En fait, il faudrait qu'on ait le même réflexe pour la dépression. C'est une maladie. C'est une maladie c'est vraiment une maladie constituée. C'est vraiment une maladie. L'idéal, serait de l'amener consulter. Mhm. L'idéal, c'est de l'amener consulter. Les gens croient souvent que prendre en charge la dépression, c'est juste parler avec la personne, Oui, dire si ça je va lui aller. remonte le moral, ça va aller. Non, oui, c'est ça, justement, c'est ce qu'on pense. Mais c'est tellement faux. Ça peut marcher dans certains cas pour les dépressions mineures, pour les petites dépressions et tout, parce qu'il y a des dépressions mineures, il y a des dépressions majeures. Les dépressions mineures, ça peut passer, quoi, ça peut passer. Mais pour les dépressions majeures, ça va pas marcher, ça va pas passer. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entraîner une dépression. On parle de concept biopsychosocial. Ça veut dire, généralement, on tient en compte uniquement le facteur psychosocial. Genre, ouais, je sais pas, ton gars t'a barré, tu n'as pas le travail, tu vas faire tout ça. Ça, c'est bien. Mais il y a un facteur qu'on oublie, le facteur biologique. Imaginons que c'était peut-être lié à un déficit Le sérotonine. de, de- voilà, un déficit de récapitule la sérotonine. Ça veut dire qu'il faut un traitement. Mhm. Donc, il faut amener la personne consulter. Parce que même quand c'est né, même quand ce sont des psychothérapies, c'est codifié. Il y a des règles, en fait, qui sont codifiées par rapport à chaque chose, en fait. C'est pas juste de venir s'asseoir, parler, oui, ça va, oui, tout ça. Non. Donc, il faut consulter. Je redis encore, faut consulter. Il faut consulter. Il faut consulter. En Afrique, dans les instituts publics, la consultation est très moins chère, vraiment moins chère. En Côte d'Ivoire, je ne connais pas au Cameroun, en Côte d'Ivoire, la consultation ne coûte même pas 2000 dans une institut, dans une structure publique. Public. Ça coûte même pas 2000. Maintenant, après, il faudra peut-être acheter le traitement et tout et se faire suivre. Donc, Maintenant, c'est cela quand on me va au permet privé. d'embrayer sur ma prochaine question. À quel moment est-ce que le traitement médicamenteux entre en jeu? Parce que OK. souvent, c'est aussi Le quelque traitement, chose qui fait peur aux personnes dépressives. Dès que tu entends antidépresseur, tu te dis, ça y est, c'est fini. Là, vraiment, là, j'ai raté ma vie. d'accord. L'antidépresseur, à quoi c'est l'antidépresseur? Commençons par là. L'antidépresseur aide à rétablir l'humeur. Dans la dépression, l'humeur est basse. Il faut rétablir l'humeur. C'est pas l'antidépresseur, ce n'est pas ça va pas guérir les problèmes qui vont autour. Ça va rétablir l'humeur.
pour que la personne soit accessible à la psychothérapie. C'est à ça que c'est l'antidépresseur. Maintenant, c'est à l'appréciation du psychiatre. Parce que le psychiatre qui prescrit le médicament. Les psychologues ne prescrivent pas les médicaments. Ils n'ont pas ce droit-là. C'est à l'appréciation du psychiatre. Si la personne, généralement, quand les gens viennent là, ce n'est pas quand c'est petit, ils viennent toujours quand vraiment ça ne va vraiment pas. Quand la personne vient consulter, on apprécie, on évalue le malade, on voit qu'il faut lui donner le traitement. Parce que même dans le traitement, il y a traitement et traitement. On donne le traitement à la personne, ça permet de rétablir l'humeur. Quand on rétablit l'humeur, la personne peut faire accessible, la personne peut comprendre plus facilement ce que tu vas dire, en fait. La personne, c'est comme, je vais dire, on peut plus causer. On va dire ça comme ça. On peut plus causer. Ça facilite la causerie. Voilà, ça facilite le truc. Maintenant, on va pouvoir faire des psychothérapies. Ça, c'est très important. Le traitement est d'ordre, il y a plusieurs étapes du traitement. Il y a le traitement médical, et le traitement médicamenteux, et le traitement non médicamenteux. Le traitement médicamenteux, ça permet de rétablir l'humeur. Maintenant, le traitement psychothérapeutique permet on va dire, de traiter la cause, les autres causes, en fait. Par exemple, si c'est d'ordre psychosocial, je ne veux pas dire qu'on va venir te donner l'argent et tout, mais on va pouvoir t'aider à trouver des outils pour pouvoir dire, bon, si peut-être je n'ai pas le travail, bon, peut-être tu peux avoir d'autres dons et tout, peut-être tu peux faire comme ça et tout. C'est peut-être parce que tu as été peut-être violé et abusé, peut-être tu as toujours ce traumatisme qui te passe par la tête et tout. On va utiliser des techniques qui vont te permettre de dépasser ce traumatisme-là et tout. Bref, tout ce que tu as eu à traverser, tout. Parce que généralement, ça va, quand on veut fouiller, ça va on va fouiller depuis l'époque de Mathusalem pour trouver tout ce que tu avais et tout. Parce que c'est lié à ton histoire. Donc, c'est là où intervient le traitement. Le traitement est très important. Faut pas avoir peur du traitement. Pourquoi? Je comprends le problème des personnes. Les gens disent souvent que oui, on connaît toujours quelqu'un. Hein. On connaît toujours quelqu'un qui prend le traitement depuis 10 ans, depuis 20 ans. Pourquoi les gens prennent le traitement pendant longtemps? Comme j'ai dit tantôt, le traitement est d'ordre médicamenteux, d'ordre non médicamenteux. Le traitement médicamenteux est plus accessible maintenant. En plus du traitement non médicamenteux, il y a le traitement non médicamenteux qui est ce qu'on appelle les psychothérapies. Il y a plusieurs types de psychothérapie cognitivo-comportementale, médiation cognitive, EMDR, tout ce que tu veux. Il y a plusieurs types de psychothérapie. Les psychothérapies ont coût. Ça a un coût. Au public, je suis désolée, personne au public, dans un institut public, malheureusement, c'est pas subventionné. Même en Europe, c'est compliqué. Même en Occident, c'est compliqué. Les gens ne vont pas venir te dire, un psychiatre ne va pas venir te dire, parce que je suis une formation à part, il ne va pas venir te dire, oui, je m'assois comme ça. C'est parce que ça prend du temps. Il faut au minimum 1 heure. Et ce n'est pas pris en charge au public parce que, bon, on a beaucoup de patients. Par jour, on peut se retrouver avec une vingtaine de patients. Vous voyez que si on se croit à une vingtaine de patients, S'il faut à prendre 1 heure pour chacun chaque patient, ça fait 1 heure. pratiquement une journée. C'est compliqué. C'est pour ça, justement, qu'on refait généralement ces personnes-là chez les psychologues. Les psychologues font aussi des psychothérapies pour qu'ils puissent faire les psychothérapies. Malheureusement, à cause du coût, ils n'y vont pas. C'est ça le vrai problème. C'est le vrai problème. Hein. Ils n'y vont pas. Ça veut dire ils ont fait une partie du traitement, ils n'ont pas fait l'autre. Du coup, on va passer le temps à rétablir l'humeur. C'est comme si on t'a laissé c'est comme si on t'a donné quelque chose qui te suspend comme ça. Mais maintenant, il faut quelque chose qui va pouvoir rétablir pour que ça puisse être, enfin, tout puisse aller bien, quoi. Mais la deuxième partie du traitement, tu ne l'as pas fait, qui sont les psychothérapies, parce qu'une une séance de psychothérapie, bon, ici à Abidjan, coûte au minimum 25 000 francs, par exemple. Ah oui. 25 000 francs. Maintenant, on n'a pas la culture d'investir dans notre santé mentale. On va te dire que c'est trop cher, que je parle, on fait quoi là-bas? Je passe seulement parler à la personne. Je suis partie, la personne. Il a La personne me payé dit, 25 000 francs pour parler, pour que quelqu'un m'écoute. voilà. La personne va te dire, je paye 25 000 francs pour parler. 25 000 francs au minimum, mais il y a des gens qui consultent à 50 000 la séance. Et maintenant, ça dépend de tout un chacun. Maintenant, il y a les gens qui qui comprennent l'importance de leur santé mentale et ils sont prêts à investir. Mais il y a d'autres qui vont te dire, c'est rien. Moi, je connais quelqu'un. Moi, si je ne parle pas là, ma copine Raïssa va bien parler Elle est avec de moi. bons conseils. Elle est Voilà. sage. Raïssa va te Elle consoler. est ouente. OK, alors on va passer à un autre volet de notre discussion. Si tu veux bien, docteur Gilles, on a abordé la définition de la dépression. On a vu que c'était une maladie en bonne et due forme, comme n'importe quelle autre affection, comme l'hypertension, comme le diabète, comme le paludisme. On a vu les signes de la dépression.
Et on a dit que lorsque la dépression survient, il faut consulter. Comme pour n'importe quelle autre maladie, encore que peut-être pour le palu, on peut aller à la pharmacie et se faire conseiller des médicaments. Mais en tout cas, en ce qui concerne la dépression, il faut se faire consulter parce que le traitement est quelque chose de bien codifié. Maintenant, nous allons un peu essayer de voir la place de la dépression dans notre société et on va parler de la place de la dépression j'ai envie de dire, dans l'Église en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que la dépression soit si mal vue dans les milieux ecclésiastiques? Parce que finalement, on se dit que un enfant de Dieu, il a la foi, il est plein du Saint-Esprit, mais pourtant, il est lui aussi sujet à la dépression. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça d'après toi? La question qui fâche, la question qui fâche. Les chrétiens vont te fâcher. C'est pas la question là. Ils vont te dire tout. Normalement, normalement, on ne doit pas être malade. Normalement, on ne doit pas avoir le palu. On ne doit pas avoir l'hyper. Tout ça, on ne doit pas avoir. Hein. Pourquoi on ne doit pas avoir? On va aller dans la parole de Dieu. La Bible dit que, Proverbe 17, verset 22, un cœur joyeux Mhm. est bon, est un bon remède, mais un esprit Amen. abattu dessèche les eaux. Mm. Si on passe là-bas de ce passage, on est d'accord qu'on ne doit pas, on doit pas tomber malade. Parce que on dit si ton cœur est toujours joyeux et tout. Maintenant, la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de là que te viendra les sources de la vie. Maintenant, si on va, si tu as une Bible, si tu peux lire Philippiens, je sais pas, Philippiens 4, verset 8, verset 7, à partir du verset 6, du verset 6 au verset 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu la prière, ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Enfin, frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon, digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur et honorable. Donc, verset 8 là, j'aime bien ça parce que ça résume en fait ce qu'on doit penser. C'est ce qu'on doit penser. Oh, la Bible dit aussi dans Proverbe 12, verset 25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme abat, mais une bonne parole la réjouit. Aujourd'hui, là, on a beaucoup de problèmes. Jalousie, oh, c'est nous. Aigre, oh, c'est nous. Médisance, oh, c'est nous. Blessure, oh, c'est nous. Tout ça, c'est nous. Mais quand c'est comme ça, là, après nos cœurs deviennent abattus. Du coup, en fait, après ça, on n'a pas de pensée saine, en fait. Malheureusement, c'est le cas. On n'a pas de pensée. Il n'y a personne là, ici, là, qui va dire il a toujours des pensées saines. On n'a pas de pensées saines, on n'a pas de, en fait, même quand on fait l'effort, en fait, il y a toujours quelque chose de la vie qui vient toujours nous rappeler que, je sais pas, il faut toujours qu'on pêche un peu, genre, normalement, on ne devrait pas le faire. Du coup, en fait, ça nourrit, malheureusement, en fait, on est blessé, on a le cœur détruit, on a le cœur envieux, on a le cœur méchant, on a le cœur désobéissant, le cœur rebelle. Avec ça, après ça met tout dans le cœur, quoi. Du coup, même le cœur n'est pas pur. Donc, on dit que La je souhaite que dépression tu survient. prospères à tout égard comme l'état de ton âme. C'est pour ça Le que plus les souvent maladies l'état de surviennent, en ton fait. Donc, notre âme n'est pas bon. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on déprime? C'est pour ça qu'un chrétien déprime. Parfois, les gens disent que non, on a la foi. La foi ne suffit pas. La foi, c'est une infime partie je vais dire, de la vie spirituelle. C'est une partie de la vie spirituelle. Sinon, un des centres de la vie spirituelle, après reconnaître Christ comme son Seigneur, son Sauveur personnel, c'est le cœur. C'est le cœur. Il faut garder Dieu son recherche cœur. une personne selon le cœur. C'est le cœur. Donc, comment est-ce que sont nos cœurs? Toi-même là, toi qui vas regarder cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, examine l'état de ton cœur. Faut pas seulement dire ton frère, là, il déprime, il est trop faible et tout. Quel est l'état de ton cœur? Et ça, c'est comme ça, là, la dépression va te prendre. Dépression, là, ça peut te prendre. C'est pour ça que ça peut prendre n'importe qui. C'est pour ça que le cancer peut prendre n'importe qui. Faut demander, dans mon église, je suis dans un département de délivrance. Il y a une dame qui est venue dernièrement, elle me dit elle avait quoi là? Elle a dit voilà, elle avait un fibrome en fait. Quand je Mhm. la voyais, honnêtement, je croyais qu'elle avait 60 ans. Vraiment, quand je la regardais sur le plan physique comme ça, et je Mhm. lui demande, excusez-moi, vous avez quel âge? Elle me dit, elle a 44 ans. Mais elle ne faisait pas 44 ans. Je lui ai donné des paroles de connaissance. La dame était une femme brisée, avec plein d'amertume. Je lui ai dit que quand vous venez ici, là, c'est pourquoi on vous dit esprit son nom. Mais malheureusement, je vais vous décevoir. On va travailler sur votre cœur. Même à regarder comme ça, là,
Je lui ai dit que, est-ce que tu n'es pas comme ça? Il dit, oui, mon mari est comme ça, il ne m'épouse pas depuis, ou oui, je suis comme ça, je suis malheureuse, oui, nos vies sont ratées, oui, les gens ont réussi et tout. Pourtant, c'est une chrétienne, elle vient à l'église depuis. En fait, elle me faisait une dépression, elle ne savait pas. Elle avait son truc et tout, son fibrome, tout ça et tout. Je lui ai dit, on va vous dire, esprit sort, esprit sort. L'esprit ne vient que s'agripper sur ce qu'il vient trouver. Quand Caïn, pourquoi Caïn a tué son frère? C'est parce que la jalousie l'avait déjà animé. Parce que quand Dieu, il a vu que Dieu a préféré le truc, la jalousie, il a été jaloux, en fait. C'est parce qu'il a été jaloux que le diable peut venir mettre, il peut juste venir se greffer sur la partie sur son cœur. C'est pour ça qu'on dit, garde ton cœur, Judas. Si Judas, c'est parce que déjà, lui-même, il était mamailleur, lui-même, il était malhonnête déjà. Que le diable, c'était facile pour lui, en fait. Sinon, si tu gardes bien Il y avait ton une cœur, en fait, faille voilà, notre plus grand combat, c'est le combat du cœur. C'est vraiment, dans c'est le le plus. cœur. Prions jusqu'à l'année prochaine. Prions la foi, prophétisons jusqu'à l'an Parlons en 2050. langue jusqu'à ouvrir le Parlons en ciel. langue si on ne garde pas nos cœurs, on ne garde pas nos cœurs, on ne traite pas nos blessures, on évite de la frustration, on évite les jalousies, on travaille, ça se travaille. C'est pas un travail d'un jour et de mon arrêt, c'est un travail comme ça. Vous allez voir, on va pas faire ce genre de maladie. Les trucs vont venir et tout, les situations difficiles peuvent venir. Mais comment on gère la frustration, comment on gère tout ça? C'est la réponse que j'avais pour les chrétiens. Bon, je sais que vous n'allez pas aimer, mais c'est pas grave. Jésus règne. C'est pas grave. Non, en fait, on aime, on aime. Notre âme n'aime pas, mais nous-mêmes, on aime. Ça me permet de passer à la prochaine question parce que il y a une autre croyance populaire qui traîne dans les églises, c'est qu'on croit que lorsqu'on est dépressif, en fait, c'est à cause d'un démon. Tu as commencé à en parler tout à l'heure, mais j'aimerais quand même qu'on s'arrête encore un peu dessus. Dépression et oppression démoniaque. Déjà, il y a la dépression. Comme j'ai dit d'abord au début, généralement, quand on dit que dépression, c'est quoi? Généralement, en fait, on confond déjà tout ce qui est dépression avec tout ce qui est schizophrénie, tout ça et tout. Dans dans la psychopathologie, je vais prendre la schizophrénie, étant donné qu'on parle de trouble mental, dans la schizophrénie, par exemple, dans les éthiopathologies, on va dire peut-être fortune du nom du Père. C'est une cause, hein, c'est une cause. Les gens qui ont écrit ça ne sont pas chrétiens. Ouais, ils ont écrit fortune du nom du Père. Ils vont écrire dysfonctionnement familial et tout. Dysfonctionnement familial, on voit ça tous les jours. Les pères qui ont disparu, ou il y a, fonction du nom du père, il y a les gens qui ne savent même pas si c'est un père, il y a les pères qui sont inexistants. Bref, ce sont les causes. Quand on voit comme ça crée des blessures. On est d'accord que ça crée des blessures. Quand ça crée des blessures, ça crée des déséquilibres. Le diable ne vient que, l'esprit là, non, ne vient que s'appuyer. En fait, il ne vient que s'appuyer sur un cœur qui est Sur détruit. quelque C'est chose ça, qui en fait. existait déjà. Voilà. Il ne vient que s'appuyer sur un cœur qui est détruit. En fait, ce n'est pas le démon vient en second plan. Le démon vient en second plan. C'est pour ça que la meilleure façon de délivrer quelqu'un, c'est pas la parole. C'est qu'il faut qu'il puisse, c'est pas de dire esprit sort. C'est le dit. C'est pour ça qu'il y a des gens qui partent dans les délivrances. Chaque jour, on les délivre. On est Chaque délivre tous jour, on les les jours, mais tous les jours, Mais l'esprit pourquoi? Parce que, revient. voilà. Mais quand on fait enseignement, ils viennent pas. Quand on dit d'enseigner, Non, nous, on n'aime ils pas ne les sont pas. enseignements. On aime le On n'aime pas les enseignements. Voilà, on n'aime pas. Pourtant, en fait, on dit tu connais qu'à la vérité la vérité t'affranchira. La vérité, t'affranchira. la Amen. vérité, quoi? C'est la parole. C'est la parole de Dieu qui le dit. La vérité est dans la parole, en fait. Il faudrait que on puisse guérir. Si tu guéris, en fait, tant qu'on ne guérit, en fait, quand je faisais les recherches, en fait, sur les éléments psychopathologiques de presque toutes les maladies psychiatriques, vous allez vous rendre compte, ce sont des blessures, ce sont des cas qu'on rencontre tous les jours. Mais ça atteint quoi? Le cœur. Quand ça atteint le cœur, bon, le cœur, entre guillemets, quand ça atteint le cœur, entre guillemets, bah, le diable vient, il ne s'appuie que, il dit que vraiment, tu ne vois pas que Cassandre est là. Tu ne vois pas que elle est jalouse de toi. Regarde comment elle te regarde, regarde comment elle salue Sandra. Toi, elle ne te salue pas. Regarde, elle ne t'aime pas bien. Regarde. Regarde, tu es plus, tu vois. Regarde. Il fallait comment? C'est parce que tu as déjà ce type de pensée, en fait, que le diable ne vient que, il vient que, flip. Après, il dit que bon, va, sabote Cassandre, mets son nom sur Facebook, dis-lui que elle est mauvaise, elle est un mauvais médecin. C'est comme ça que ça va envenimer ça. C'est parce qu'il y a déjà des blessures, en fait. C'est tout. Donc, traitons nos cœurs, traitons nos frustrations, traitons nos blessures et apprenons à gérer ce qui va arriver. C'est le combat de tout chrétien. Si quand on va régler le problème là, on va régler beaucoup de problèmes. Ok. Alors, et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la perception de la dépression
ou des troubles mentaux au niveau de l'Église. J'ai pas envie de dire en Afrique parce que c'est déjà un peu trop large quand même. Mais au niveau de l'Église, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour améliorer la perception des troubles mentaux? Ok, je pense que pour pouvoir améliorer, on doit faire la sensibilisation. Les gens ne connaissent pas, les gens ne connaissent pas de quoi il s'agit. Vraiment, quand je dis les gens ne connaissent pas, les gens connaissent dépression, c'est tout. Ils connaissent pas. Il faut faire la sensibilisation. Faudrait plus qu'on fasse ça comme un sujet tabou, genre, quand tu as de la maladie, genre, c'est comme si on doit seulement te cacher dans le sac. Il faut qu'on puisse sensibiliser. Il faut qu'on puisse former des conseils, des conseillers en relation d'aide et tout. Je crois que chez les Américains, chez les anglophones, c'est un peu plus développé. C'est un peu plus développé. Mhm. Ils ont des pasteurs qui sont vraiment, qui sont formés, qui sont formés dans ce sens, en fait. Ils sont vraiment formés dans ce sens. Ils sont pas des psys, mais ils ont des notions de psychologie et des notions, on va dire, spirituelles, théologiques et tout, pour pouvoir aider et accompagner les personnes. Ce qui fait que même s'il y a les troubles là-bas, les gens sont quand même assez avisés, les gens connaissent un peu de quoi il s'agit, les gens sont aptes à aller se faire consulter. Faudrait plus qu'on dise à l'église que oui, si tu as, il faut qu'on arrête de culpabiliser les gens. Genre, si tu as la maladie mentale, ça veut dire que tu n'es pas un bon chrétien, parce qu'il y a des gens qui disent ça. Il y a des églises qui disent ça, ça veut dire que tu n'es pas un bon chrétien, tu ne pries pas bien, tu es une mauvaise chrétienne et tout. Non, il faudrait qu'on puisse déconstruire ça. Et ça passe par la sensibilisation. Ça passe par des séminaires. Ça passe par des séminaires. Si on fait des séminaires, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Et on va voir beaucoup de personnes. Et aussi que je pense aussi que les églises les églises et les structures hospitalières doivent collaborer en synergie, en fait, doivent collaborer en synergie pour pouvoir aider le max de personnes, en fait, pour pouvoir aider le max de personnes. Et on verra que quand on va régler les problèmes mentaux des personnes, les problèmes de santé mentale des personnes, un vrai réveil spirituel viendra. Un vrai réveil. Moi, je crois que le vrai réveil spirituel est lié à la guérison des blessures, des troubles mentaux des personnes. De toute façon, c'est lié. Je crois que c'est profondément lié. OK, merci Gilles. En plus, c'était notre dernière question. Donc, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure aux personnes qui nous regardent, les personnes peut-être qui se sont reconnues dans la description que tu as faite de la dépression? Un conseil pour la fin? D'accord. Déjà, merci, docteur Cassandre. Merci. C'est une grâce. Je ne prends pas comme acquis. Merci à les personnes qui vont suivre ça. Ne suivez pas ça avec un esprit de religiosité ou avec un esprit trop intellectuel, mais suivez ça vraiment avec l'esprit de Dieu. Je le souhaite à tout le monde. Je veux dire à tout le monde, à tout un chacun, hein, tous ceux qui vont suivre cette vidéo, de pouvoir identifier leurs blessures. Traitez avec vos blessures. Il ne faut pas vous jouer les forts. Vous ne devez rien à personne. Vous n'avez pas rendez-vous avec quelqu'un. Dieu a envoyé chacun. On est venu en discuter en détail pour pouvoir réaliser, pour pouvoir mener à bien votre mission de vie, le plan, le but pour lequel vous avez été créé. Il faudrait que vous puissiez être en bonne santé mentale. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé mentale, ça va pas aller. La dépression, ce n'est pas un mythe, c'est un fait réel. C'est un fait réel. Même dans la Bible, on parle, il y a la dépression, hein. Faut bien lire David, vous allez comprendre ses problèmes. Dans la Bible, la dépression est un fait. N'ayez pas honte. Si vous avez des problèmes, rapprochez-vous des professionnels. Ça n'empêche pas de prier. Ne dites pas d'abord que non, j'ai la dépression et pas prier au nom de Jésus. Vous allez vivre dans dans l'illusion pendant des années. Et beaucoup de personnes vivent dans l'illusion. Ils se perdent du temps. Allez vous faire consulter. Si on vous dit de prendre les médicaments, prenez. Investissez dans votre santé mentale. Je dis investissez dans votre santé mentale. Investissez dans votre santé mentale. Ça ne vous empêche pas de parler avec vos amis et tout, mais sachez une chose, c'est que vos amis ne vont pas vous parler tout le temps. Parce que si quelqu'un vient se plaindre, vient me donner ses problèmes pendant 10 ans, oui, chaque jour, la même chose. À un moment, je vais me lasser parce que ça me plombe. C'est pas mon travail, en fait. Si c'est pas ton travail, c'est pas ton travail, ça te fatigue. Et la personne a raison. Donc, allez voir des professionnels qui vont vous aider. Dans vos églises, peut-être il y a des personnes. Et je vais dire aux leaders religieux qui, j'espère, suivront cette vidéo, il faut décomplexer la question de la santé mentale. Il faut pouvoir s'asseoir avec des professionnels dans vos églises. Dans nos églises, il y a plein de professionnels qui sont ignorés parce que parfois ils ont honte de dire qu'ils font dans ça parce qu'ils sont jugés. Il faut pouvoir s'asseoir avec eux, pouvoir trouver des solutions qui sont adaptées à l'église, pouvoir trouver des solutions pour les fidèles. Et vous verrez que chacun sera à sa place. J'ai envoyé chacun pour une mission. Et on verra que
un réveil spirituel, quand on va parler de foi, on va parler de vraie foi, quand on va parler d'épanouissement, de joie, ça sera une vraie joie, ça ne sera pas des joies éphémères. Vraiment, que Dieu vous guérisse. Si tu regardes cette vidéo et que tu es malade, que tu es vraiment mal dans ta peau, dans ton âme, ça ne va pas et tout, que le Seigneur Jésus te guérisse, que le Saint-Esprit te localise là où tu te trouves et te guérisse et te restaure au nom de Jésus. Merci. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette nouvelle émission. Vraiment, ça a été trop vite. C'était passionnant de pouvoir discuter de dépression et de troubles mentaux. Si vous vous êtes retrouvés dans la description, ne restez pas seul. Ne vous sentez pas marginalisé, ne vous sentez pas rejeté. La dépression est une maladie comme n'importe laquelle qui a un traitement bien codifié et le fait d'être enfant de Dieu n'est pas un garant de santé mentale.